Monsieur le Président de la Ligue marocaine contre le diabète, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames, Messieurs, si l'éducation thérapeutique est certainement d'actualité, il n'est pas inutile de rappeler qu'elle a une histoire déjà ancienne, mais qu'elle s'est vraiment développée après la découverte de l'insuline en 1922 et son organisation rationnelle a connu un progrès considérable avec les travaux de Jean-Philippe Absal à Genève. L'éducation thérapeutique est un outil reconnu pour la prise en charge des maladies chroniques. Elle est légalisée en France et inscrite dans la nouvelle stratégie de santé. Elle reste toujours d'actualité. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que la prise en charge du diabète est un échec thérapeutique. Le diabète, certes, vous le savez, bénéficie de traitements de plus en plus efficaces, de structures de soins développées et d'une recherche active, mais malgré tout, l'équilibre glycémique des diabétiques reste médiocre, l'adhésion des patients à leur traitement est insuffisante, expliquant les échecs et les complications, et les médecins répondent mal aux attentes des patients et ne sont pas assez incitatifs dans l'escalade thérapeutique. Pour vous apporter une preuve à cela, je vous rapporte ici deux études. La première, l'étude SAGE, qui confirme que 3858 patients insulinodépendants, dont 20% sous pompe à insuline, avaient en 2019 une hémoglobine glyquée qui n'était pas satisfaisante, avec des hypoglycémies sévères, 40% de rétinopathie et néphropathie, une mortalité cardiovasculaire multipliée par deux. Une autre étude concerne les diabétiques de type 2. Elle a comparé le contrôle glycémique dans 49 pays européens sur 66 088 patients entre 2005 et 2017. Et le résultat est une augmentation de l'hémoglobine glyquée et une diminution des patients bien équilibrés. D'autre part, le suivi des diabétiques reste mal contrôlé, comme le confirment les études Entraide et Diabasis, et ce mauvais contrôle affecte particulièrement les soins dentaires, l'autocontrôle tensionnel, le bilan cardiologique, le fondé annuel. Et ne parlons pas de l'examen des pieds au monofilament qui est rarement pratiqué. Enfin, il y a beaucoup de complications. Un tiers des diabétiques présentent une maladie cardiovasculaire. C'est la première cause de cécité d'insuffisance rénale. Les amputations sont 10 fois plus fréquentes chez les diabétiques et le diabète est responsable de 11% de la totalité des essais dans le monde, la moitié avant 60 ans. Et enfin, tout cela entraîne un coût considérable, chiffré à 760 milliards de dollars pour les coûts directs, dont la moitié est imputée aux États-Unis. Le défaut d'observance et de suivi est la principale cause de cette situation défavorable. J'ai relevé une série d'études en Afrique du Nord et dans d'autres régions du monde, et vous voyez qu'on peut dire qu'environ 40% des diabétiques ont une mauvaise observance dans tous les pays, y compris l'Afrique du Nord. Les facteurs responsables de ce fait sont d'abord liés aux patients. Et en Afrique du Nord, il y a une étude très complète qui a montré les principaux facteurs en cause, le niveau d'instruction, la couverture sociale, le coût des médicaments, le niveau socio-économique, etc. Et l'on relève dans une étude marocaine l'importance de l'absence d'éducation thérapeutique. En France, les facteurs liés aux patients sont un peu différents. L'oubli, la lassitude, la mauvaise coopération du traitement, la polymédication et le désir d'autonomie. La responsabilité médicale et des pouvoirs publics est également en cause dans ce défaut d'observance. En effet, le médecin est formé selon les principes classiques de la biomédecine, donnant priorité au diagnostic et aux meilleurs choix thérapeutiques, avec comme conséquence la méconnaissance et l'inadaptation de la réponse médicale aux besoins du patient, une attitude paternaliste inadaptée à une relation participative et une incapacité à remettre en question sa pratique et sa relation avec le malade. Et du côté des pouvoirs publics, la pratique d'une éducation thérapeutique de qualité reste trop confidentielle car elle ne bénéficie pas d'une aide suffisante de ses pouvoirs.
Cette situation explique l'insatisfaction du patient diabétique. En effet, l'étude Entraide montre qu'il y a un désir d'information important, exprimé par plus de trois quarts d'entre eux concernant l'alimentation et les complications, mais qui contraste avec l'absence de dialogue et le médecin qui est souligné par 85% des diabétiques et l'ignorance de la gravité évolutive. La non-observance est donc une cause majeure d'aggravation du diabète et de ses complications, et déjà l'Organisation mondiale de la santé soulignait qu'améliorer l'efficacité des interventions visant à réduire la non-observance serait davantage bénéfique que n'importe quel progrès biomédical. Et nous en venons au rôle de l'éducation thérapeutique pour pallier et pour remédier à cette situation, on peut le dire, très défavorable. Tout d'abord, de nombreuses études ont confirmé que l'éducation thérapeutique du diabétique est une solution efficace pour améliorer l'observance et l'équilibre glycémique. Je ne vais pas vous citer ici toutes les publications, mais vous voyez que le bénéfice est confirmé pour l'amélioration de l'hémoglobine glyquée, pour l'amélioration des connaissances et de l'adhésion au traitement, pour l'amélioration de l'observance, pour l'amélioration de l'autosurveillance et de la qualité de vie. Qu'en est-il de la situation? Quel est l'état des lieux? Eh bien, un paradoxe apparaît. L'éducation thérapeutique des diabétiques est fortement souhaitée par les associations de patients, par les professionnels de santé, par l'industrie pharmaceutique, par l'assurance maladie et les mutuelles. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, on constate que paradoxalement, elle est trop peu utilisée, surtout par les généralistes qui suivent la grande majorité des diabétiques. Et vous voyez les chiffres qui sont au-dessous. Le pourcentage de patients bénéficiant d'une éducation thérapeutique est très important en milieu hospitalier. Il est également assez important au niveau des spécialistes libéraux, mais il est très faible chez les généralistes, qui voient pourtant 93% de la population diabétique majoritairement de type 2. Une explication de ce paradoxe est qu'il y a de nombreux freins au développement de l'éducation thérapeutique. Au niveau du patient, tout d'abord, manque de motivation, de temps, barrières linguistiques, socioculturelles, hétérogénéité des participants dans les éducations de groupe, absence d'information, refus de la maladie. Au niveau des médecins généralistes, manque de temps, de formation, de financement, incapacité à changer de posture. Au niveau des hôpitaux, la surcharge de travail que vous connaissez, qui ne fait que s'aggraver. Et au niveau des organismes de tutelle, il faut reconnaître que la prévention a été longtemps négligée et que le financement des actes est inadapté à la prise en charge globalisée des maladies chroniques et du diabète. Alors, à partir de là, est-ce que l'on peut proposer une éducation thérapeutique de qualité et la manière de la mettre en œuvre? En premier, il faut définir ses objectifs. L'éducation thérapeutique n'est pas, comme c'est malheureusement très souvent fait par les médecins généralistes, une simple information sur le diabète et son traitement. Mais l'éducation thérapeutique doit aider le patient à comprendre le sens de sa maladie, l'importance du traitement et le risque de complications par défaut d'observance. L'éducation thérapeutique doit aider le patient à l'intégrer dans sa vie quotidienne, à acquérir les compétences à l'auto-soin et surtout à être motivé sur le long terme. Et tout cela, pourquoi? Pour lui permettre d'être autonome dans la gestion de sa maladie. En second, avant d'engager une éducation thérapeutique, il faut respecter des conditions préalables. Il faut que les participants soient motivés, que les acteurs soient formés, qu'il y ait un programme structuré sur objectifs personnalisés et surtout qu'elle soit financée. Alors, voyons pour les acteurs, pour les malades. Il y a 4 prérequis. Accepter le fait d'être malade, être convaincu que les avantages du traitement sont plus élevés que son coût, percevoir le risque des complications, percevoir les effets bénéfiques du traitement. Du côté des acteurs, il y a une triple compétence nécessaire, une compétence biotechnique, avec une connaissance précise des maladies chroniques telles le diabète, une compétence pédagogique qui est très importante pour traiter une maladie chronique dont le diabète. Le médecin doit s'assurer de la formation de son patient et l'aider à apprendre à se soigner. Enfin, une compétence psychosociale
qui s'adresse au vécu du patient avec sa maladie, ainsi qu'à la complexité de la relation clinique entre les soignants, les patients et leurs familles. Quels sont les acteurs qui vont jouer un rôle dans la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique? Eh bien, la pluridisciplinarité est un avantage compte tenu de la multiplicité des objectifs à prendre en compte. Bien sûr, ce sera chef de file le médecin généraliste ou spécialiste, mais soulignons la très grande importance des paramédicaux, infirmières, diététiciennes, psychologues et aussi des patients partenaires. Je n'insiste pas sur les autres acteurs possibles, entre autres le pharmacien. Deuxième point, une formation préalable des principaux acteurs est nécessaire. En France, une formation de 40 heures est indispensable pour dispenser l'éducation thérapeutique. Les principaux modèles. Alors, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr le modèle frontal qui est à rejeter, qui constitue à transmettre des connaissances à un patient passif. Et puis, il y a les modèles reposant sur une pédagogie active. Alors, je n'insisterai pas parce que je n'en ai pas le temps. Le modèle behavioriste de Watson, le modèle constructiviste de Piaget, l'approche par compétences de l'école de Bobigny et le système allostérique en 4 dimensions de Gollet et Jordan, qui est une approche multidimensionnelle du patient, non réduite à sa dimension connective. Il faut aussi établir un programme éducatif personnalisé, appréhender la personnalité organique, psychologique, socio-économique du patient et sa motivation, connaître ses difficultés dans la perception et le vécu de la maladie, évaluer ses connaissances pour engager un apprentissage personnalisé. Et bien entendu, il faut choisir des programmes adaptés à des cas particuliers en fonction de l'âge, enfants, adolescents, adultes, sujets âgés, en fonction du sexe, grossesse, en fonction du type de diabète, type 1, type 2, en fonction des technologies nouvelles, c'est très important, les diabètes sous pompe à insuline, avec enregistrement glycémique continu, les systèmes en circuit fermé, la chirurgie métabolique également dans ses suites, en fonction des comorbidités, en fonction du niveau socio-économique et culturel, et en fonction de la vie professionnelle et familiale. Tout cela pour dire que l'éducation thérapeutique doit être très personnalisée. Alors, sur le terrain, comment faire? Eh bien, on reconnaît qu'il y a une grande hétérogénéité des formations d'éducation thérapeutique. Je vous l'ai dit, l'éducation thérapeutique hospitalière recouvre 85% des diabétiques hospitalisés, mais elle concerne en fait très peu de diabétiques. Le plus important serait de la développer en ville, l'éducation thérapeutique la plus et de proximité la plus nécessaire. Alors là, il y a, tout au moins en France, des réseaux de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des plateformes régionales d'éducation thérapeutique. De même, l'éducation thérapeutique ambulatoire, concernant en particulier les déserts médicaux dont vous entendez beaucoup parler en France, mais qui doivent exister également au Maroc et qui utilisent un véhicule dans lequel, qui va de village en village pour faire de l'éducation aux diabétiques qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis, on peut faire de l'éducation thérapeutique individuelle, c'est l'idéal, mais c'est très difficile de toucher beaucoup de diabétiques ou l'éducation thérapeutique de groupe. Et enfin, je voudrais insister sur la nécessité d'un suivi séquentiel des patients, car il ne sert à rien de faire une éducation thérapeutique initiale et de ne plus revoir les malades. Alors, je reviens à la place du médecin généraliste dans l'organisation de l'éducation thérapeutique. C'est un besoin très important, puisque 85-93% des diabétiques de type 2 sont suivis par les généralistes, lesquels sont majoritairement convaincus de l'intérêt de cette éducation. Mais des freins multiples, et toutes les études qui ont été faites le confirment, ne leur permettent pas de l'exercer efficacement. Essentiellement par manque de temps, il y a des pourcentages que j'ai recueillis dans toutes diverses études, par manque de formation, par défaut de financement, par l'absence de motivation et par le manque d'efficacité. Certains considèrent qu'elle ne sert pas à grand-chose et ne sont pas intéressés.
Donc, la pratique des médecins généralistes se limite dans la majorité des cas à quelques informations sur le diabète avec un suivi insuffisant. Comment améliorer cette situation? Il y a plusieurs propositions qu'on peut faire. Donner du temps à l'éducation thérapeutique en réservant des séances spécifiques pratiquées par le généraliste et rémunérées. C'est en effet une demande essentielle des généralistes d'avoir un financement pour l'éducation thérapeutique. Deuxième proposition, améliorer la formation des généralistes sur la pratique de l'éducation thérapeutique pour ceux, et peut-être pas nombreux, qui souhaitent la pratiquer. Accorder aux généralistes qui ne peuvent pas pratiquer l'éducation thérapeutique un rôle de coordonnateur avec les spécialistes diabétologues ou des plateformes d'éducation thérapeutique. C'est peut-être une solution plus réaliste. Et enfin, soulignons, nous allons y venir, l'intérêt de la télémédecine pour suivre les patients et adapter l'éducation thérapeutique. J'en viens maintenant à ces nouvelles techniques. Tout d'abord, les dispositifs connectés qui sont une aide au développement de l'éducation thérapeutique des diabétiques. En effet, ils facilitent le suivi du diabète et améliorent l'observance, qu'il s'agisse des stylos connectés, des capteurs cutanés avec alarme, connectés avec une pompe à insuline, des systèmes de délivrance de l'insuline en circuit fermé ou plutôt semi-fermé qui augmentent significativement le temps passé dans la cible, les piluliers électroniques qui évitent l'oubli des médicaments et assurent une mémoire de leur suivi, les montres connectées, les podomètres, etc. Mais quelle que soit la multiplicité de ces dispositifs connectés, il faut souligner un point très important, c'est que l'analyse et l'interprétation des données qu'ils apportent restent essentielles pour optimiser l'équilibre glycémique et ne peuvent souvent être réalisées avec efficacité que par le praticien. Un outil d'aide à l'éducation thérapeutique est la télémédecine. La télémédecine a connu un fort développement lors de l'épidémie de Covid. Elle a plusieurs possibilités. La téléconsultation, qui sont des consultations à distance par liaison vidéo, avec actuellement des plateformes équipées. La télésurveillance, qui est un suivi d'indicateurs de santé. La téléexpertise, qui permet des réunions de concertation pluridisciplinaires. Et la téléassistance, qui est un guidage à distance d'actes techniques par un professionnel, par exemple des soins au pied diabétique. La télémédecine a connu une application assez large en diabétologie. En effet, les multiples techniques de télétransmission ont un intérêt pour faciliter les relations entre professionnels de santé et patients, surtout lorsque ceux-ci sont isolés. Elle a surtout un intérêt pour suivre à distance l'évolution clinique et biologique par de nombreux moyens techniques, les smartphones, les SMS, l'Internet. Leurs applications vont concerner toutes les situations où le suivi régulier des patients est un facteur de succès, toutes les formes de diabète, le diabète gestationnel, infantile, également dans la prévention du diabète chez les sujets à risque et les suites de la chirurgie métabolique. Donc, ces techniques peuvent apporter une complémentarité à la relation directe entre le patient et son médecin, ce dernier devant toutefois, j'y insiste, rester la pierre angulaire de l'axe thérapeutique. Alors, il y a des études qui ont cherché à voir si la télémédecine apportait quelque chose en diabétologie. On peut retenir des bénéfices objectifs avec la diminution de l'hémoglobine glyquée, diminution des hospitalisations et des frais de transport et amélioration de l'observance. Par contre, il n'y a pas de preuves actuellement suffisantes pour voir son impact sur les complications cardiovasculaires et la mortalité. Il faut souligner les difficultés de cette méthode pour le généraliste car elle est très chronophage. Le rapport coût-efficacité, il y a des analyses divergentes et le financement, il faut le reconnaître, n'est pas totalement assuré. Si l'on prend l'avis des patients, dans l'ensemble, ils sont satisfaits. Ils soulignent une amélioration de leur qualité de vie. Et nous en venons à l'intelligence artificielle, qui est un progrès susceptible d'aider au développement de l'éducation thérapeutique.
Tout d'abord par des programmes d'éducation robotisés, mais manquera, il faut le reconnaître, la dimension empathique et posturale. L'intelligence artificielle peut avoir un très grand intérêt pour le suivi séquentiel des patients, en intégrant, en analysant de multiples paramètres évolutifs, permettant une évolution pronostique de la maladie, assurant les meilleurs choix thérapeutiques, améliorant l'observance et supprimant de ce fait l'inertie thérapeutique. L'intelligence artificielle pourrait donc offrir une aide précieuse pour accroître le temps médical disponible pour le patient et réduire les coûts de santé. Alors j'en viens maintenant pour terminer aux recommandations que l'on peut formuler. Tout d'abord des recommandations de principe. L'apprentissage de l'éducation thérapeutique, et ceci est fondamental, doit commencer pendant la formation des professionnels de santé. Elle doit mettre l'accent sur l'acquisition d'une médecine humaniste. Les étudiants doivent bénéficier d'une quadruple formation scientifique, psychologique, pédagogique et socio-économique, avec l'apprentissage de la communication pour leur apprendre la pratique d'une médecine personnalisée et participative indispensable pour assurer une éducation thérapeutique efficace. Deuxième recommandation de principe, la pratique de l'éducation thérapeutique doit être encouragée pour en faire bénéficier la majorité des diabétiques en dehors des structures hospitalières, et j'insiste sur ce point, et j'en viens à la deuxième partie qui sont des recommandations pratiques. Alors l'idéal, mais qui n'est pas toujours possible, créer des plateformes d'éducation thérapeutique fixes ou mobiles, regroupant plusieurs compétences réparties sur tout le territoire d'un pays. Deuxièmement, développer des centres de formation à l'éducation thérapeutique pour tous les professionnels de santé qui souhaitent la pratiquer. Troisièmement, encourager les généralistes à adresser leurs patients à ces plateformes ou à des spécialistes formés à l'éducation thérapeutique. Bien entendu, les généralistes qui souhaiteraient assurer eux-mêmes l'éducation thérapeutique doivent bénéficier d'une formation préalable. Développer les techniques numériques et l'intelligence artificielle pour faciliter la relation médecin-patient, le développement de l'éducation thérapeutique et le suivi des patients. Et il serait utile, bien que cela soit peut-être pour l'instant difficile, d'adapter ces techniques aux besoins et aux capacités des pays en voie de développement. Et enfin, et surtout, convaincre par tous les moyens les pouvoirs publics de financer largement l'éducation thérapeutique. Je vous remercie.